de nous avoir invités pour présenter Agissons ensemble. Et je suis, comme disait Chantal tout à l'heure, agente de projet au service jeunesse du WAC des femmes de Montréal. Donc, je travaille vraiment dans des projets qui concernent les jeunes et particulièrement dans ces projets, c'est par rapport à l'exploitation sexuelle des filles. En fait, c'est juste Chantal, c'est comme il y a avant les contenus de la présentation et le projet, le PowerPoint. Ok. Attends, je vais aller avant. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour commencer, le projet s'appelle Agissons ensemble contre l'exploitation sexuelle des filles. C'est un projet financé pour 3 ans par Conditions féminines Canada, le gouvernement fédéral. Et donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de projet, rapidement, objectifs et les étapes pour que vous compreniez en fait de quoi on parle. Ensuite, le rapport de besoins, méthodologie, difficultés, obstacles. Comme a dit Chantal, on a fait une recherche avant de commencer. C'était la première étape du projet. Le plan d'action stratégique, le comité de travail et les outils. Et où on est maintenant et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et puis, la partie la plus importante, en fait, la plus intéressante, sont les échanges, les questions. Donc, qu'on attend nombreuses. Donc, le projet a pour objectif cerner les obstacles institutionnels qui ne permettent pas de contrer l'exploitation sexuelle des filles. Donc, c'était ça de quoi on a commencé. Et bien que dans notre recherche, comme on pourra voir, les obstacles institutionnels, finalement, il y a beaucoup d'obstacles qui sont pas forcément, qui viennent pas des institutions, mais qui sont aussi pressantes et malheureusement, si on peut dire, consolidées au sein de la société québécoise. Puis, donc, le projet, il y a 3 étapes. Donc, la première année, le rapport d'analyse des besoins. La deuxième, comité de travail, plan d'action stratégique et outils. C'est maintenant là où on est maintenant. Et la troisième année, actions qui vont découler de plan d'action, l'évaluation des actions et la diffusion. Donc, le rapport de besoins. On avait besoin de faire une recherche pour savoir vraiment c'était quoi les obstacles institutionnels qui empêchaient de contrer l'exploitation sexuelle des filles. Et donc, on devait faire une revue de littérature. Malheureusement, dans cette recherche, en fait, on a eu des difficultés pour trouver des récits, des recherches et des études sur la question précise des obstacles institutionnels. Donc, on s'est basé beaucoup sur les entrevues et qu'on a fait auprès des experts qui travaillent sur la problématique de l'exploitation sexuelle des filles, donc des chercheurs, des intervenantes au sein des écoles, des centres jeunesse, et des enseignants, parfois aussi, des gens chargés du développement, par exemple au sein des commissions scolaires. Et on s'est appuyé aussi sur des groupes de discussion qui ont été faits auprès des jeunes du secondaire. Les difficultés, c'était, comme je disais tout à l'heure, le manque d'études. Il n'y avait pas vraiment d'études sur les obstacles institutionnels. Et même par rapport à l'exploitation sexuelle des filles, il n'y avait pas beaucoup de recherches qui avaient été faites pour expliquer en profondeur d'une façon plus large l'exploitation sexuelle. Donc, en fait, ce qu'on trouvait beaucoup, c'était des études par rapport aux gangs de rue ou des études faites concrètement par rapport aux filles qui avaient été, en général, placées en centre jeunesse. On trouvait pas beaucoup, mais quelques études qui faisaient des profils, par exemple, des filles exploitées. Et tout ça, c'était surtout dans un cadre de criminalisation, en fait, un peu, dans les centres jeunesse, ou des filles qui étaient placées
dans les centres jeunesse. Donc, c'était quand même un univers assez particulier qui, à notre avis, ne rendait pas, en fait, une image globale de ce que c'est l'exploitation sexuelle des filles à Montréal. Donc, c'était ça, la deuxième difficulté, c'était élargir le concept d'exploitation sexuelle, c'est-à-dire, c'est quoi les formes d'exploitation sexuelle qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, dans les écoles secondaires, ou avec les médias, les nouveaux médias, les nouvelles technologies, qui ne sont pas forcément liées à l'image que même les jeunes ont de l'exploitation sexuelle, c'est-à-dire la fille qui se prostitue dans la rue ou avec des hommes, donc des hommes plus vieux ou dans des salons de massage, par exemple. Ensuite, c'était le manque de données. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on est ici, en fait, dans cette conférence. On connaît un peu le manque de données par rapport à l'exploitation sexuelle. C'est difficile, c'est illicite, donc déjà, c'est difficile d'avoir des données. Puis les filles, les femmes, c'est difficile, comme pour les agressions sexuelles, d'aller dénoncer. Donc, on n'a jamais des données qui représentent vraiment la réalité du phénomène. Et donc, c'est pour ça justement que finalement, on s'est basé, comme j'ai dit, surtout sur des entrevues pour déterminer les obstacles institutionnels et les discussions. Donc, tout ça nous a permis de cibler certains obstacles, donc, qui ont été recensés dans un rapport de besoins qui s'appelle Agissons ensemble contre l'exploitation sexuelle des filles. Donc, les obstacles font état des obstacles qui existent au sein des structures de la société, donc au niveau systémique, ce qui nous permet de déterminer comment la société fonctionne, puis qui vient de l'État, des obstacles qui viennent directement de l'État ou qui sont liés à l'État. Donc là, on trouve les logiques patriarcales et le capitalisme et la logique capitaliste néolibérale, donc comment le rôle de la femme s'insère dans une société qui est dominée par les hommes, puis que la femme doit remplir certains rôles qui les ont prédéterminés, puis dernièrement en plus, pas dernièrement, mais avec le capitalisme néolibéral, dans une idée de toujours performer, et la relation entre ce que je le veux tout de suite, puis si j'ai l'argent, je peux l'acheter. Donc, le rôle de la femme ainsi comme produit. Les coupures budgétaires de l'État, donc ça, c'est des obstacles institutionnels qui empêchent, par exemple, la durée de projet, la réalisation de projet, parce que moins de financement, moins de personnel ou un personnel plus chargé. Donc, les services, par exemple, pour les filles peuvent se voir diminuer ou réalisés d'une façon pas complète, ou par exemple à cause du roulement de personnel ou changement de personnel, burn-out, enfin, plein de choses. Les lois concernant la prostitution et leur application, donc il y a des lois qui parfois ne ciblent pas la problématique, ne la ciblent pas de la façon, d'une façon pertinente. Et l'application surtout, on voit avec la loi C36, bon, on n'a pas beaucoup de données par rapport à l'application de la loi concernant la criminalisation des clients, mais on sait qu'il n'y avait pas beaucoup de mise en accusation des clients de l'exploitation sexuelle. Donc, la réalité est vécue des adolescentes. Pourquoi c'est un obstacle? Parce que les adolescents vivent des situations qui sont particulièrement vulnérables en cette période-là. Ils sont en train de se construire. Fait qu'ils sont plus perméables à certains messages. On va voir tout de suite. Donc, la réalité, elle est vécue des adolescents et ils ne connaissent pas, on a vu ça dans les des discussions, il y a une méconnaissance et une incompréhension de ce que c'est l'exploitation sexuelle, du consentement, de relations saines. Il y a, ça on s'est basé sur des études surtout,
il y a un manque d'estime de soi et de jugement éclairé pour les filles et pour les garçons, mais pour les filles, c'est le pourcentage des études qu'on a déterminé ça, c'est encore plus grand, le taux de filles que le taux des garçons qui manquent d'estime de soi, par exemple. Et bon, le jugement éclairé, c'est... nous, on l'a vu par rapport au consentement. Les jeunes ont de la difficulté à identifier le consentement, un consentement qui n'est pas éclairé ou qui est éclairé quand ils ne connaissent pas ce que c'est, le consentement déjà. Et ensuite, le oui d'une fille, ça va tout de suite annuler l'exploitation sexuelle qu'on pourrait penser que ça existe. Par exemple, c'est flagrant, lundi, j'étais dans une animation pour un autre projet et puis les groupes de jeunes disaient « Oui, mais même s'il y a un pimp, même s'il y a de l'argent que le pimp s'empoche grâce à la fille, si la fille a dit oui, il n'y a pas d'exploitation sexuelle. » Donc, c'est un peu ça, ce qui résume pas mal ce que pensent les jeunes. Donc, les obstacles aussi, on a vu des obstacles par rapport aux agents de socialisation des jeunes. Donc, la famille, on a vu que les parents ne sont pas outillés et puis parfois ne parlent pas de la question parce que c'est un sujet soit tabou, soit complexe, soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne se sentent pas compétents ou soit ils donnent ou pensent que c'est à l'école de remplir ce rôle-là. L'école, par rapport à l'exploitation sexuelle, n'a pas un rôle défini ni encadré de qu'est-ce qu'elle devrait faire. Donc parfois les écoles ne savent pas quoi faire ni comment le faire, n'ont pas les ressources aussi. Puis on a remarqué aussi, il y a certains milieux scolaires qui c'est difficile d'accepter qu'il y a un problème d'exploitation sexuelle chez elles, chez eux. Puis parce que on a trouvé des cas que si on aborde la question, si on met en place des programmes pour contrer par exemple ou pour juste traiter l'exploitation sexuelle, ils ont peur d'être étiquetés comme une école qui a l'exploitation sexuelle, donc la peur des parents, donc que les élèves s'en aillent. Donc, on avait un directeur d'école qui nous avait dit à un moment donné, oui, on en a, mais il ne faut pas crier au loup non plus, enfin, on ne peut pas être étiqueté. Donc, ensuite, les pères, donc il y a une importance énorme pour les jeunes du jugement, puis d'être à l'auteur de ce que les pères veulent, puis s'attendent d'eux. Donc, ce qui a un rapport, c'est pour ça, je mets les médias, la banalisation de la sexualité et ce qui amène à la banalisation de l'exploitation sexuelle aussi, et puis des stéréotypes des filles et des garçons, les rôles qu'ils doivent jouer, ce qui nous amène beaucoup à l'hypersexualisation, des filles surtout, et puis au rôle stéréotypé du macho, puis ou des jeunes garçons qui ils veulent l'argent, ils veulent la fille, ils veulent les voitures qui sont montrées dans les vidéos. Donc les jugements des pères et la banalisation des médias et l'influence que les médias et les pères ont sur les jeunes, c'est vraiment un obstacle très important et très difficile à faire face. Ensuite, c'est l'intervention et le suivi des jeunes comme obstacle, dans le sens où il y a un manque de connaissances et d'outils par les enseignants et par les intervenants, elles et eux-mêmes. Donc, les personnes qu'on a rencontrées nous disaient qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de checklist pour détecter, par exemple, les cas d'une fille qui est à risque ou qui est déjà dans le trou. Comment on fait? Il n'y a pas de définition d'exploitation sexuelle, il n'y a pas de formation. Donc, les intervenantes se sentent mal outillées.
le personnel des écoles se sent mal outillé, mais il y a toujours le problème, est-ce que par exemple un enseignant est appelé à intervenir? Qu'est-ce que fait un enseignant quand il se retrouve face à un dévoilement, par exemple? Est-ce que l'enseignante va vers l'intervenante? Est-ce qu'il signale? Bon, tout ce problème-là de rôle de manque de connaissances. Un autre obstacle, c'est que la prévention s'est fait pas mal auprès des filles. Quand il s'est fait auprès des filles, puis c'est rarement auprès des garçons. C'est que déresponsabilise les garçons, donc donne un poids de plus aux filles qui, en plus d'être les victimes, elles doivent en plus comme assumer la responsabilité de prévenir, d'augmenter comme ça l'estime de soi, puis de prévenir l'exploitation sexuelle. Donc elles seraient comme en même temps victimes, puis responsables. Ensuite, c'est la difficulté de continuité de service et du suivi à long terme. Donc, on a constaté en fait que à cause d'une série de raisons, un jeune peut se voir soit couper le service, soit changer l'intervenant plusieurs fois. C'est que coupe les liens de confiance entre les jeunes, la jeune et l'intervenante, et ce qui est difficile à faire, déjà à créer ces liens, et porte atteinte justement au suivi du dossier de la jeune ou du jeune. Et puis aussi, le nouveau projet, il y a toujours de nouveaux projets qui se font financer, mais qui parfois ne sont pas en continuité avec des projets précédents, qui, eux, ont déjà fini à cause du manque de ressources. Donc, en fait, on voit que le manque de continuité de projet avec le précédent, ça empêche d'avoir des stratégies transversales, concertées, continues, pour trouver des solutions valables, durables et solides. Donc, tout ça, on a fait un rapport de besoins qui nous a permis de rassembler tout ça. Puis, on a constitué un comité de travail qui est... dont son rôle était de mettre en place, mettre en place un plan d'action stratégique pour justement essayer de contrer le mieux possible tous ces obstacles-là. Donc, le plan d'action stratégique, les caractéristiques, c'était d'être durable, adaptable à divers milieux. Donc, nous, on pensait vraiment, le projet est adressé aux milieux qui travaillent avec des jeunes et aux écoles secondaires. Puis, intègre l'analyse comparative entre les sexes. Donc, voilà, donc le comité de travail sont des partenaires de milieux divers, engagés, qui ont une grande expérience, expertise dans la problématique. Donc, on a des écoles secondaires, des intervenants des écoles secondaires, on a des organismes communautaires qui travaillent avec cette problématique, on a des gens des centres jeunesse, on a des personnes des commissions scolaires, des CALAX, on a la clé, on a d'autres organismes qui travaillent avec nous par rapport à l'exploitation sexuelle, puis à la traite aussi. Donc, ce comité de travail a créé ce plan d'action stratégique et puis a déterminé le besoin vraiment qui est ressorti d'après le rapport des besoins et le plan d'action stratégique, de créer des outils pour justement aider les intervenantes à faire le suivi des cas. Et ces outils sont principalement un répertoire de ressources pour mieux informer et former les intervenantes et le personnel scolaire, par exemple, par rapport à la problématique de l'exploitation sexuelle, mais aussi pour pouvoir référer, par exemple, des jeunes que dans les cas où, par exemple, le rôle de l'école se voit dépassé par un cas d'exploitation sexuelle, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Donc, ce répertoire de ressources permet aussi la référence de cette jeune vers un organisme qui a vraiment l'expertise et l'expérience pour prendre soin de cette fille.
pour faire le suivi finalement avec une intervention plus approfondie. Une grille de facteurs de risque, ça c'était un besoin vraiment exprimé par surtout les intervenantes. Comment détecter un cas d'exploitation sexuelle, comment détecter le cas d'une fille qui est à risque. Donc, on a commencé par penser en une grille de facteurs de risque. Finalement, on a pensé, non, ça devrait être risque et protection, mais aussi des vulnérabilités. Bon, ça c'est associé à la vulnérabilité, mais aussi une grille de facteurs qui permettent de détecter des cas d'exploitation sexuelle déjà, qui existent. Donc, c'est comme deux volets. La grille des facteurs des risques et des protections, comme pour voir la vulnérabilité d'une fille qui pourrait être à risque, qu'est-ce qu'on fait avec cette fille, et détecter aussi le cas d'une fille qui est déjà dans l'exploitation sexuelle. Puis finalement, le dernier outil qui est en train d'être développé en ce moment, c'est un protocole au sein des milieux et surtout au sein des écoles qui ne sont pas outillées pour voir justement, ok, il y en a un dévoilement où on a la formation, qu'est-ce qu'on fait avec? Qui est la personne qui a reçu cette information? Une ou un enseignant, quelqu'un de la sécurité, personnel externe, un professionnel qui travaille à l'école. Donc, c'est quoi le rôle de cette personne? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller vers une intervenante et pour référer finalement après le cas. Donc, par rapport au protocole, par exemple, on a vu qu'un besoin, c'est vraiment des nommer au sein de chaque établissement, soit le milieu communautaire, l'organisme communautaire ou l'école, une personne ressource au sein du milieu qui soit vraiment formée et prête à recevoir l'information, le dévoilement ou de la personne qui a reçu l'information, donc une enseignante qui n'est pas forcément formée. Et cette personne ressource au sein de l'école saura quoi faire. Donc, ce protocole, c'est principalement adressé à cette intervenante ressource. Mais c'est fortement conseillé de le partager à tout le personnel pour savoir, au moment précis, selon leur rôle, qu'est-ce que chacun doit faire. Le plan d'action stratégique, il y a 3 axes, donc les actions, parce que le plan d'action stratégique propose... c'est comme, je vais vous montrer ça parce que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, c'est un peu grand. Donc, il y a 30 actions, divers axes. Donc, il y a le plan d'action stratégique qui est formulé avec des besoins, objectifs, actions, résultats, indicateurs. Ça, c'est un plan d'action global. Et chaque milieu ou école qui le désire pourra adapter ce plan d'action global à sa propre réalité. Donc, à ce moment-là, le plan d'action considère aussi un volet cible. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend avec l'action? Qu'est-ce qu'on doit attendre comme objectif? Donc, on a 3 axes. On a regroupé les actions en 3 axes. Le premier, c'est par rapport aux institutions. Le deuxième, c'est par rapport à la sensibilisation. Et le troisième, c'est par rapport au service. Donc, il y a 6 besoins principaux. Donc, dans l'axe des institutions, il y a améliorer les cadres légaux pour mieux cibler la problématique, ainsi que la responsabilité et la protection des personnes concernées. Assurer le financement des initiatives afin de favoriser la pérennité des actions, soutenir les organismes et mettre en place de nouveaux services. Donc ensuite, on voit qu'il y a le besoin de la prise de conscience. Donc ça, c'est dans l'axe sensibilisation. Et finalement, le service offert aux jeunes. Donc, les besoins, c'est offrir des services aux jeunes partout au Québec par rapport à l'exploitation sexuelle. C'est surtout par rapport au manque de services qu'on trouve en dehors des grandes villes. Donc, en Provence, en petits villages ou dans des villes qui sont qui ont moins d'habitants que Montréal ou Québec. Ensuite, c'est préparer
le personnel qui pourrait être en contact avec les personnes qui ont besoin des services, les jeunes. Donc, les intervenants, les former, les informer et les former. Donc, justement, c'est la formation et l'outillage du personnel en ce qui est au niveau de la prévention et de l'intervention. Et finalement, la cohérence et l'efficacité des actions. Donc, comment faire pour que les actions qu'on met en place soient cohérentes, efficaces et qui puissent rester solides et durables et que le résultat soit efficace. Donc, ces besoins, en fait, regroupent 30 actions qui sont principalement, je ne vais pas les nommer, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lister 30 actions, mais ils sont, par rapport aux institutions, par exemple, c'est faire en général, c'est faire des campagnes, des plaidoyers auprès des institutions pour améliorer la loi, rendre la loi plus précise par rapport à la problématique, surtout par rapport à la responsabilité des exploiteurs et par la prise en charge des victimes, par rapport à la prise en charge des victimes. C'est par rapport au financement aussi, faire des plaidoyers pour améliorer le financement. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça serait bien d'avoir plus de financement, mais c'est aussi comment organiser ce financement. Ensuite, par rapport à la sensibilisation, c'est vraiment des actions destinées à sensibiliser la société en général, donc des campagnes nationales, mais aussi le personnel, par exemple le personnel scolaire, le personnel des milieux communautaires, des institutions parfois. Sensibiliser aussi les responsables des milieux pour que des actions puissent être prises et puis puissent aller d'en haut en bas. Ça, c'était surtout, on a vu dans des écoles que parfois il y avait des intervenantes qui voulaient mettre en place des actions, mais quand il y a un cadre où il n'y a pas de financement, où il n'y a pas de ressources, et en même temps, il y a d'autres priorités aussi qui sont prises par les responsables, c'est beaucoup plus difficile pour les intervenantes finalement de pouvoir faire quelque chose au sein de leur milieu. Sensibiliser aussi les jeunes, donc les responsabiliser, les garçons et les filles. Donc, mettre en place des projets, peut-être spécifiquement pour sensibiliser les garçons. Et finalement, par rapport au service, les principales actions sont surtout par rapport à la communication et l'expression des jeunes, par rapport à entretenir et consolider un lien de confiance entre les ou la jeune et l'intervenante. Donc, comment on peut éviter le roulement du personnel pour éviter que la jeune se trouve à raconter son histoire 3-4 fois, par exemple. Et garder les jeunes, des actions destinées à garder les jeunes dans le réseau de services, éviter que les jeunes décrochent par manque de suivi ou parce qu'ils sont ils ont perdu le lien de confiance, ils quittent finalement, quittent les réseaux de services puis se retrouvent seuls. Et comment offrir des services aux jeunes concernés par la problématique hors des grandes villes? Ça répond aux besoins d'aller élargir les services. Soutenir les services et les programmes existants et en développer de nouveaux pour prévenir l'exploitation sexuelle des filles et des garçons. Donc, c'est aussi surtout, en plus de mettre en place des nouveaux projets, mais aussi comment on peut faire pour soutenir ceux qui existent déjà et qui sont prouvés, qui ont fait leurs preuves, ils marchent, sont bons. Donc, comment on peut faire pour, si on met d'autres nouveaux projets, que ce soit en lien avec cela, puis qui ne viennent pas dédoubler, en fait, c'est ce qui existe déjà. Mettre à disposition du personnel des organismes et des institutions des outils adaptés, clés en main. Donc, ce qu'on avait vu, le protocole
le répertoire des ressources et la liste, la grille des facteurs de protection et des risques. Et finalement, des actions destinées à assurer la cohérence des actions stratégies et des programmes afin de favoriser l'efficacité des actions. Donc, comment on peut faire pour travailler en complémentarité, en concertation et éviter de doubler les services, doubler le projet, donc qui puisse finalement aller vers une stratégie commune. Donc, un point important, c'était développer par exemple un langage comment, avec des termes comment, qu'est-ce qu'on entend par exploitation sexuelle, qu'est-ce qu'on entend par consentement, qu'est-ce qu'on entend par relation saine. Donc, les actions se résument à 3 auprès des institutions, 7 au niveau de la sensibilisation et 20 au niveau du service offert aux jeunes. Où on est maintenant? On est vraiment à la fin du plan d'action stratégique. On a fini le plan d'action stratégique. Là, je vais revenir en arrière. Oui. On est à la fin du plan d'action stratégique. On est en train d'adapter des plans d'action stratégiques pour des écoles des écoles partenaires de notre projet. On est en train de réaliser le protocole et le répertoire des ressources et la grille. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? C'est la mise en place des actions. Donc, on devrait commencer à la rentrée scolaire et pour les écoles et pour les milieux, d'autres milieux communautaires à partir du mois de mai. Donc, après ça, on aura une évaluation des actions mises en place et finalement la diffusion des outils. Une fois qu'on aura fait l'évaluation, qu'on aura mis à jour en fait, d'après l'évaluation, corrigé les actions ou les indicateurs ou même des besoins qui ont été exprimés mais que finalement on pourrait les aborder d'une autre façon. Tout ça, ça va être corrigé. Donc, on va diffuser en fait la mise à jour, le produit final à la fin du projet. Donc, c'est ça. J'ai essayé de mettre beaucoup de contenu dans peu de temps. Fait que s'il y a des questions par rapport à des choses qui n'étaient pas claires, je voudrais avoir vos questions pour savoir qu'est-ce que vous en pensez et si vous avez des interrogations. Alors, merci Carla. C'est quand même, comme elle l'a dit, elle a condensé tout un gros rapport en 30 minutes. Merci d'avoir expliqué l'heure également. Et bon, maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions, des trucs que vous ne comprenez pas, comme elle l'a dit, des affaires que vous aimeriez qu'elle élabore un peu plus? Et puis bon, voilà. C'est à vous. Ben, tout semble avoir été super clair, Carla. Ben, entre-temps, toi, si tu as des affaires que tu penses que tu avais passé trop vite, tu pourrais élaborer un peu plus là-dessus. Oui, en fait, peut-être dire que par rapport aux obstacles, parce que j'ai passé à travers, mais pour avoir une idée générale, vraiment, je dirais que je pourrais peut-être penser à 4 obstacles qui regroupent finalement tout. Que c'est la difficulté à élargir, par exemple, le concept d'exploitation sexuelle, ce qu'on entend par exploitation sexuelle. Donc, et ça se rapporte aux jeunes. Parfois, on voit que les intervenants d'une école trouvent qu'il y a de l'exploitation sexuelle. Elle voit des cas d'une fille qui s'est fait, par exemple, que quelqu'un a partagé des photos
d'elle et qu'elle s'est fait après, comment dirais-je, blackmail par des camarades d'école. Et puis elle est là donc comment faire comprendre que ça peut être une exploitation sexuelle si finalement la fille finit par faire des services finalement, faire des services sexuels comme ça à ses camarades parce que de peur qu'elle partage la photo ou parce qu'elle a vu partager sa photo puis que finalement elle rentre dans un cercle vicieux puis qu'elle sait plus comment partir. Donc, cette problématique de qu'est-ce qu'on entend par exploitation sexuelle, des pratiques qui sont courantes aujourd'hui, pas courantes, mais qui existent dans les écoles, puis qui on pense pas. Quand une fille, on a vu l'autre cas dans une école, une fille qui faisait des fellations parce que, bon, elle demandait la carte alimentaire. Donc, comment faire sortir les intervenants, les responsables, les jeunes de l'idée que l'exploitation sexuelle, c'est juste cette image qu'on a de la fille qui est comme un mini-jupe et talons dans la rue. Ça, c'était un gros obstacle et on réfléchit encore à comment aborder cette question avec les jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience. J'ai dit comment on aborde cette question avec les jeunes parce que moi je fais des animations avec les jeunes. Donc comment on fait ça aussi pour sensibiliser les responsables, puis les institutions et tout ça. Ça c'est aussi une question à se poser. Puis l'autre grand obstacle c'est justement... Oui? Il y a une question, c'est pour ça que je faisais... ah oui? Je ne vais pas vous couper la parole, mais il y a Marie-Soleil Desrosiers qui dit « Merci pour vos informations, vous parliez de manque de formation, pourtant il y en a. Exemple, projet Mobilis, projet contre l'exploitation sexuelle de Eve-Marie. Ces formations peuvent-elles être utilisées? Bravo pour le projet. Merci pour soutenir notre projet. Oui, en fait, il y a des formations. Le problème, c'est que, pas parce qu'il existe des formations, les intervenants sont toujours formés. C'est plus ça, en fait. Les intervenants, parfois, je pense... aux écoles, mais aussi dans certains milieux communautaires qui travaillent avec des jeunes mais qui sont peu spécialisés dans la question de l'exploitation sexuelle, connaissent pas forcément les ressources. C'est pour ça que nous, on a pensé finalement, on va faire un répertoire de ressources. C'est pas nous qui allons donner les formations, mais on a des formations qui existent. Le Mobilis, c'est l'une. La clé, je sais qu'elle donne des formations aussi. Le CALAX est en train aussi de mettre en place des formations, mais les intervenants des écoles et des organismes communautaires parfois ne connaissent pas les ressources. Donc, ils ne vont pas chercher ça et se retrouvent un peu avec ces doutes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider en fait, à part le répertoire des ressources, c'est comment diffuser, comment on arrive à ces écoles, à ces milieux communautaires qui ne savent pas que les ressources, ces formations existent. C'est ça le problème. Il y a, merci. Il y a encore Marie-Soleil qui dit aussi, croyez-vous que les intervenants des centres jeunesse, j'imagine CJ, par exemple, ont vraiment un manque d'outils ou est-ce un déni de la problématique? Exemple, les jeunes filles sont volontaires. En fait, c'est une question que moi aussi je voulais poser. Je fais le pouce sur cette question-là. Est-ce que c'est pas parce que vous appelez la définition de l'exploitation sexuelle, est-ce que c'est pas là vraiment que le bas blesse, à savoir que les gens refusent de voir qu'on parle d'exploitation volontaire, même des jeunes filles? En fait, quand on parle des outils, nous, on ne parle pas des centres jeunesse. Par exemple, quand on parle des ressources, des protocoles, on parle vraiment d'autres milieux communautaires et d'autres écoles. Ce sont elles parce que les centres jeunesse ont des protocoles, puis sont des protocoles assez stricts parfois. Or, si je comprends bien la question, c'est plus à la sensibilisation des intervenants des centres jeunesse, de qu'est-ce que c'est l'exploitation sexuelle. C'est bien ça la question? Pour être sûr?
plus par rapport à la définition même de l'exploitation sexuelle, à savoir c'est un déni, hein, comme dit Marie-Soleil Desrosiers. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas un déni de la problématique, à savoir que les jeunes filles, elles sont volontaires, donc c'est pas, si elles sont volontaires, il n'y a pas d'exploitation. Oui, je comprends. En fait, je pense que maintenant, c'est en train de changer. Je pense que, par exemple, dans le comité de travail, nous avons des intervenants qui sont en jeunesse et que elles et eux sont vraiment très sensibilisés puis considèrent que l'exploitation sexuelle va au-delà de la fille qui, comme je sais, qui a une arme dans le cou. C'est qu'il y a une exploitation sexuelle qui est plus je ne sais pas si disait le mot souterraine ou mais qui est considérée plus anodine, puis qu'on pense qu'on ne comprend pas, on ne maîtrise pas en fait le concept des consentements chez la jeune fille. Mais ça existe dans les centres jeunesse, dans les organismes aussi, dans les institutions, ça existe. C'est en train de changer, par exemple, avec des politiques qui viennent d'en haut, justement, des responsables, comme par exemple, je sais que maintenant, on parle à la police, par exemple, on parle de plus en plus des victimes au lieu de la fille prostituée, par exemple, de la jeune prostituée. Il y a des règlements qui ont été adressés à tout le personnel pour appeler les jeunes victimes. Donc, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire. Alors, les changements sont longs et ça, je pense que ça prend beaucoup plus de formation. Comme quelqu'un disait, les intervenants sont formés, il y a des formations, oui, mais pas toujours les gens sont formés avec la profondeur, la pertinence que ça implique. Et un pas important, je pense, ça va être le fait qu'on va, si la loi finalement est approuvée bientôt, quand l'exploitation sexuelle va plus être considérée comme comportement, comme trouble de comportement dans les centres jeunesse, mais elle devra être considérée dans le cas d'abus sexuels. Des choses comme ça sont en train de se développer comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, Marie-Soleil, tu pourras toujours nous écrire ou lever la main. Il y a entre-temps Nadia qui a une question qui dit en ce qui concerne les outils qui seront créés, que tu as mentionné, protocole d'intervention, grille des facteurs de risque, etc., il est nécessaire et impératif lors de la création de ces outils pour les intervenantes, est-ce que l'intersection des oppressions vécues par les jeunes filles racialisées sera reflétée dans ces outils et en même temps sensibiliser ces communautés-là? En fait, nous, on est en train de créer ces outils avec des intervenantes, avec des partenaires. On va pas, c'est vraiment un outil général que je pense pas que on va faire le point sur une analyse intersectionnelle, quoi que ce soit, ni d'orientation ni orientation sexuelle, ni race. Je pense pas, mais merci de nous dire ça parce que c'est un sujet qu'on a abordé et puis dans les écoles partenaires avec lesquelles on est en train de faire en ces moments un protocole, surtout la grille en fait, ce sont des facteurs à tenir compte. Mais je veux dire,
il y a des facteurs qui sont nommés, comme par exemple la pauvreté, mais c'est aussi difficile de faire les points, comme tu sais, comment aborder le sujet, comment mettre une situation d'une communauté sans la viser directement. Et puis, est-ce que on ferait pas à ces moments-là une réduction de la problématique avec des stéréotypes? Donc, c'est complexe, c'est vraiment très complexe et on est en train de le travailler en ce moment. Mais merci. Je ne sais pas, Nadia, si ça répond à votre question. Marie-Soleil, entre-temps, est-ce que il y a Aline qui aussi a un commentaire. Je suis intervenante en centre jeunesse. Je ne crois pas que les intervenants des centres jeunesse manquent d'outils. Je ne crois pas que chez les intervenants des centres jeunesse, il y a un déni. Je pense que c'est un manque de ressources. Les dossiers d'exploitation sexuelle sont complexes et la loi sur la protection de la jeunesse ne reconnaît pas encore l'exploitation comme une forme d'abus. Il y a aussi un besoin de ce que cette problématique soit reconnue davantage par la société et notre gouvernement comme une forme d'abus envers nos jeunes et nous devons travailler à offrir des alternatives à nos jeunes. Merci Lynn pour ce commentaire qui vient éclairer une partie. Oui, ben, en fait, je suis absolument d'accord et c'est ça en fait j'ai dit, il y a des choses qui se font, les changements des lois de la loi de la protection à la jeunesse justement, qui va reconnaître l'exploitation sexuelle comme une forme d'abus, ben, elle ne va pas la définir, mais ça va considérer comme, ça va la changer de casse, des troubles de comportement à abus. Ça c'est un peu en avant. Puis, et il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la loi, comme on disait dans le premier axe de notre plan d'action stratégique, dans le rapport de besoins aussi. Vraiment, parce que là, quand on parle de définition, par exemple, d'exploitation sexuelle, comme c'était la première question, je pense, puis parfois, comment on définit le gouvernement définit l'exploitation sexuelle. C'est vraiment une question extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on considère comme exploitation sexuelle? Qu'est-ce qu'on ne considère pas? À partir de quel âge? Est-ce que c'est une question d'âge? Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. Même nous, on a travaillé une définition au sein de notre comité de travail, en fait, on a essayé d'élargir justement pour inclure des formes d'exploitation sexuelle qui sont pas restreintes à la définition de un échange commercial, par exemple. On a essayé de faire une définition plus large pour intégrer d'autres formes, parce qu'en plus, avec les médias sociaux, c'est sûr que le développement technologique, c'est tellement énorme que ça va... On ne sait pas vraiment les formes que ça peut prendre, pas seulement l'exploitation sexuelle, mais d'autres problématiques, la cyberintimidation, le harcèlement, un tas de choses. On ne sait pas, comme d'ici à 2 ans, il va y avoir peut-être des nouveaux outils, des nouveaux médias, puis des nouveaux moyens que nous, on ne connaît pas encore les formes que ça peut prendre. Fait qu'on a essayé de vraiment faire une définition large qui puisse intégrer des pratiques qui existent chez les jeunes, mais qui ne sont pas officiellement reconnues dans les définitions ni dans les pratiques de gouvernement des institutions comme de l'exploitation sexuelle. Ben, merci Carla. Bon, il y a Nadia qui vient de faire un commentaire. Merci Carla, c'est vraiment complexe. Trouver la bonne façon inclusive sans faire du profilage. Donc, exactement. Marie-Soleil, je ne sais pas si vous étiez satisfaite, si vous avez encore des questions par rapport à ça. Ben, moi, je trouve ça très intéressant et Lynn a raison sur le fait que l'exploitation sexuelle, les dossiers d'exploitation sexuelle ne sont pas encore traités comme une forme d'abus et comme c'est encore vu, si je m'abuse, comme de la délinquance ou des troubles de comportement. Donc, que ça renvoie
tout le poids de la question comme quoi c'est des filles qui avaient des troubles de comportement, mais qu'elles n'ont pas subi une violence. Moi, je pense que ça, c'est très problématique et effectivement, un endroit en ce qui concerne les centres jeunesse où on doit vraiment mettre de la pression et qu'on travaille, c'est qu'on a changé cette partie-là dans la loi. Et c'est très important, en effet. Pour avoir participé aussi sur le comité, je sais combien ça a été difficile de trouver un consensus sur une définition de l'exploitation sexuelle. Et donc, c'est pour ça que c'est pas anodin. Et je pense que ça vaut la peine qu'on le mentionne parce que, dépendant de la définition qu'on a de l'exploitation sexuelle, ça va aussi influencer et dicter comment la prévention va se faire si la prévention se fait tout court. Donc, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question. Il y a Nadia qui a un commentaire qui dit bonne continuation, c'est précieux ce que vous faites. Mais avant ça, il y avait Carole Boulipsol aussi qui avait dit merci beaucoup pour cette communication, bonne continuation en ce projet. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire, une question ou Carla? Que tout est clair, ça va? Je ne sais pas, je suis à votre disposition. Bon, il y a Yasmine qui vient de dire merci beaucoup pour votre présentation et bonne continuité. Merci. En fait, une fois qu'on aura les outils, puis qu'on aura aussi les plans d'action adaptés et les actions qu'on va piloter dans les milieux, là, on va voir aussi un regard plus critique des outils, du plan d'action, pour pouvoir vraiment voir, OK, là, peut-être on était à côté de la plaque, ou qu'est-ce qu'on peut faire, ou comment on peut améliorer ça. Donc, comme un regard vraiment plus concret, plus sûr de ce que ça va être, ça serait vraiment à la fin avec l'évaluation. Merci, mais il y a un dernier commentaire de Marie-Soleil Desmusées qui m'avait échappé, qui dit « J'entends des intervenants des centres jeunesse nommer et banaliser nommément mes premiers propos. Je suis d'accord avec le manque de ressources, les manques législatifs, mais peut-être que nous aurions davantage à travailler en partenariat. Il y a des CALAX partout à travers le Québec. » Bon. Donc, c'est un commentaire pour faire valoir que, bon, au-delà de l'absence de ressources, au-delà des manques au niveau de la loi, qu'il y a peut-être lieu de se concerter plus, de travailler, d'utiliser les ressources qui existent déjà, comme les CALAX qui sont à travers le Québec. Bon, l'une des actions, en fait, qui est sortie comme à faire dans notre plan d'action, c'était justement comment on pouvait, parce que c'était lié à la conservation, et aussi aux services qu'on doit donner aux jeunes en dehors des grandes villes. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, profiter, on ne veut pas doubler, mais on pourrait profiter puis de la structure du CALAX qui existe déjà dans toutes les régions pour justement aller donner des ressources, puis qu'ils puissent mettre en place des services auprès des jeunes qui manquent parfois, et pour mieux financer ces organismes-là, au lieu d'aller comme financer des nouveaux organismes ou de nouveaux projets dans des petites villes. Donc, est-ce qu'on pourrait profiter, par exemple, de ce réseau qui existe? Là, c'est toujours complexe parce que comment on donne des ressources au CALAX, ça ne dépend pas des organismes communautaires, ça ne dépend même pas du CALAX, ça dépend des autorités, comment on peut trouver des financements. Donc, c'est aussi une sensibilisation, c'est pour ça, c'est vraiment complexe, c'est tout le tour qu'il faut tenir compte, ça compte de la sensibilisation à partir du gouvernement, là, pour pouvoir fermer la boucle de façon cohérente. Merci. C'est une question donc très complexe et puis qui met en jeu la reconnaissance des ressources déjà existantes,
une bonne définition de l'exploitation sexuelle, la question des lois, et mais aussi le fait de reconnaître que c'est bien une violence qui, qui est faite à ces jeunes filles. Donc, bon, merci beaucoup, Carla. C'est vraiment une présentation qui met en jeu une problématique qui est très importante et qui, pour éviter justement qu'on ait plus de filles et de femmes qui soient exploitées. Donc, on vous souhaite bonne chance avec le projet et bonne continuité. Puis, bah, je remercie aussi toutes Merci. les filles qui sont là. Je vois ici. Ah, il y a encore. Oui. Oui. Merci pour votre présentation. Je coordonne certains projets de formation de la clé du CARLAC en matière d'exploitation sexuelle. Il me fera plaisir d'entrer en contact avec vous pour voir dans quelle mesure les actions peuvent être arrivées ou non. Merci. En fait, je vous remercie tout. Je remercie vraiment tout le monde qui nous encourage. Et puis, si vous trouvez vraiment que ce que vous faites ou des questions qui peuvent vous sembler qui ont de rapport avec nous, vous pouvez me contacter, vous pouvez nous contacter. On est au Y de femmes, donc on aura vraiment, ça me fera plaisir de voir si on peut aller vers, si on peut travailler ensemble. Puis c'est sûr qu'il y a toujours même un échange, même si parfois les publics cibles ne sont pas les mêmes, même l'échange des méthodologies, des façons de faire, des outils, tout ça, ça nous alimente énormément. Donc merci à tout le monde, puis on reste vraiment ouvert. Merci Carla, et merci à vous toutes pour votre participation dynamique. Merci beaucoup. Merci. Puis au prochain webinaire.